Tototo, bonjour. Je suis Leïla, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crênes de Samak. Comment déconstruire mes schémas précoces inadaptés? C'est peut-être la question que vous vous posez depuis qu'on a entamé cette série sur les schémas précoces inadaptés et notamment après les 5 derniers épisodes où on abordait les besoins, les domaines et différents schémas et les exemples de comportements dysfonctionnels. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de vous partager des pistes de réflexion, des grandes lignes sur comment déconstruire ces schémas précoces inadaptés. Bien sûr, ce sont des grandes lignes. Le but est de vous inciter justement à aller plus loin et peut-être à entamer un travail psychothérapeutique. Alors, nous abordons l'avant-dernier épisode de cette longue série sur les schémas précoces inadaptés. Et donc, c'est déjà bientôt fini. Donc, je vous disais que on va aborder des pistes, mais on va faire un petit rappel avant ça. Pour rappel, les schémas sont formés dans notre enfance et notre adolescence. Ça, normalement, vous l'avez intégré si vous suivez la série depuis le début. Et si certains d'entre vous, vous arrivez maintenant, je vous invite à remonter au début de cette série qui commence par l'épisode sur l'attachement. Et ces schémas vont nous pousser à intégrer certaines croyances. C'est vraiment nos pensées avant tout qui influencent nos schémas et qui fondent nos schémas. Et ensuite, ça influence nos émotions, notre façon de les réguler. Et ce sont ces mêmes croyances qui vont, avec les émotions, influencer nos comportements. Les fameux comportements, soit de soumission, d'évitement ou encore de contre-attaque. J'aimerais que vous reteniez cela, que nos schémas sont déclenchés. Donc, on commence par les déclencheurs. Il y a des déclencheurs. Chaque personne a des déclencheurs, des situations, des lieux, des personnes qui vont venir déclencher nos schémas. Ces déclencheurs sont directement liés à notre enfance, à notre adolescence, directement liés à ce qui a participé à la formation de nos schémas. Ok? Donc, nos schémas s'activent en présence, si je peux dire ça, de déclencheurs, au contact de déclencheurs. Et ce sont une fois qu'ils seront déclenchés, que ces schémas seront déclenchés, suite à cela, qu'on aura des comportements. Donc, déclencheur, schéma, comportement. C'est ce cheminement-là. Les schémas vont nous pousser en quelque sorte à fonctionner dans le présent d'une façon qui n'est plus adaptée. Parce qu'ils ont été formés à un moment donné de notre histoire pour nous protéger dans notre vie passée. Sauf que cela s'est installé, est devenu un fonctionnement et ça se réplique dans notre vie d'adulte. Dans la théorie, il y a une image qui est employée pour mieux représenter cela. On parle de l'enfant vulnérable qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est cet enfant qui réagit, qui est déclenché face au déclencheur. Ce sont, en quelque part, ces schémas pourraient être représentés par cet enfant vulnérable au fond de nous. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est quand on utilise une image humaine pour pouvoir représenter un concept. Et c'est plus facile pour pouvoir le représenter. D'accord? Donc, quand on parle d'enfant, à l'intérieur, il n'y a pas de façon littérale un enfant, mais il y a un fonctionnement d'enfant qui reste encore actif en nous. Cet enfant va se manifester quand il est confronté, comme je vous disais tout à l'heure, dans le réel à des déclencheurs. Je répète volontairement. Je pense que vous avez compris que j'aime répéter, mais j'aime répéter pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux intégrer. Donc, quand il est confronté dans le réel à des déclencheurs, ces fameuses situations, ces événements ou ces personnes,
eh bien, ça va activer des souvenirs qui sont liés au contexte familial ayant participé à la formation du schéma. Mais tout ça, c'est souvent très inconscient. Le cerveau, c'est devenu tellement automatique qu'il n'y a plus de réflexion, mais c'est ce qui est sous-entendu. Et pour transformer ces schémas, on ne va pas commencer par le changement de comportement, parce que souvent on s'attaque au comportement parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est le plus manifeste. Mais le vrai travail, c'est d'aller changer nos pensées, d'aller changer nos croyances inadaptées. Par exemple, si j'ai le schéma abandon et que je crois fermement qu'on m'abandonnera toujours, j'aurai beau chercher à changer de comportement, ça ne marchera pas réellement, ce sera de la surface. Car au fond, je crois toujours qu'on m'abandonnera. Par contre, si j'apprends à penser que tout le monde ne m'abandonnera pas, qu'il existe des gens sûrs, j'apprendrai à reconnaître les personnes qui ne m'abandonnent pas. Et je verrai dans les faits que tout le monde ne m'abandonne pas. Et concrètement, j'aurai des comportements différents. Je serai certainement moins dans la fuite, dans la soumission et la contre-attaque. J'aurai également une autre régulation de mes émotions qui sous-entendront de meilleurs comportements. Ok. La finalité en se soignant est que l'adulte d'aujourd'hui apprenne à répondre aux besoins psycho-affectifs de cet enfant. Vous vous rappelez de tous ces besoins psycho-affectifs, les 5 qu'on a vus durant les 5 derniers épisodes. Et que cet adulte puisse apporter à cet enfant de l'apaisement et que l'enfant en nous puisse être heureux et apaisé. Plus précisément, le chemin de la guérison vous permettra d'être de moins en moins déclenché par les déclencheurs initiaux. Il est important pour moi de vous préciser que les schémas ne vont pas forcément disparaître complètement. Mais le fait de les connaître vous permettra de les identifier plus rapidement et de mettre en place ce qu'il faut pour qu'ils deviennent de moins en moins automatiques, de moins en moins envahissants dans vos vies. Il s'agit d'une déconstruction progressive. On va développer des pensées beaucoup plus adaptées. Je répète, avec une meilleure régulation émotionnelle, et ça c'est progressif. Et vous verrez que progressivement les émotions seront moins intenses, beaucoup moins désagréables. On ira vers des émotions plus agréables dans vos vies de tous les jours, et ce qui apportera comme conséquence des comportements de plus en plus adaptés et de moins en moins dysfonctionnels. En bref, à force de répétition, d'entraînement, de conscientisation, c'est le fonctionnement fonctionnel. C'est ce qui est fonctionnel qui prendra plus de place et qui deviendra de plus en plus automatique. Pour garder notre exemple de schéma abandon, quand les personnes, par exemple, ne me répondront pas tout de suite, ce qui est déclencheur, au lieu de commencer à nourrir mes pensées qui me font croire qu'ils vont m'abandonner et commencer à être très 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 inquiète, je vais commencer à me dire que ce n'est pas forcément le cas, que peut-être cette personne elle est occupée, elle a le droit d'être occupée et qu'elle me répondra quand elle pourra. Et je peux aller plus loin en me disant, et si cette personne, à vrai dire, pense m'abandonner, eh bien je m'en remettrai. Et là on verra qu'au fur et à mesure les émotions sont régulées, je serai moins inquiète, ça va diminuer progressivement. Et alors que par exemple j'avais l'habitude de contre-attaquer en harcelant de messages, en menaçant de partir par exemple, je le ferai de moins en moins. Ou peut-être je le penserai, mais j'aurai le temps de penser différemment et ça m'empêchera d'agir de façon dysfonctionnelle. Et peut-être que j'emploierai un autre comportement plus fonctionnel dans le moment où j'irai m'occuper, je ferai autre chose pour ne pas rester focalisé sur cette idée-là. Sans faire ce travail,
les amis, on va répéter nos schémas parce que notre cerveau, il fonctionne avec ce qu'il a appris. Et ça va nous conduire à continuer à le répéter dans toutes nos relations. On aura ces mêmes schémas relationnels et ces mêmes scénarios de vie vont se répéter. Souvent, j'entends des personnes qui se demandent « Mais pourquoi je me retrouve toujours dans les mêmes relations, dans les mêmes situations ?» Et souvent également, on peut avoir tendance à voir l'autre, à voir les autres, à dire que c'est eux, c'est à cause d'eux si on se retrouve dans cette situation de façon répétitive. Mais il est utile de faire une pause, de se rendre compte de l'implication de votre fonctionnement. Mais pour pouvoir se rendre compte, il faut déjà connaître. Et c'est pour ça qu'on est là. Il faut que vous sachiez que votre cerveau, il recherche le connu. Ce qu'il a connu dans son enfance, dans son adolescence, il va le rechercher parce que c'est plus rassurant. Même si ça le laisse dans quelque chose de dysfonctionnel, de toxique, comme on emploie maintenant dans le langage courant, il va rester. Même si c'est un poison pour vous, vous allez rester parce que vous avez déjà développé une bonne tolérance, entre guillemets, à cela. Donc, votre cerveau ne va pas vraiment réagir et comprendre que ça ne vous va pas. Et quand vous serez confronté des fois à quelque chose de plus fonctionnel, votre cerveau, en tout cas une part de votre cerveau, peut à ce moment-là tenter, je dis tenter, mais va vous donner un signal pour vous faire penser que ce qui est fonctionnel n'est pas bon pour vous. Tout ça parce qu'il a été habitué à autre chose. D'où l'importance de faire cette pause-là, d'analyser, de comprendre consciemment, d'impliquer notre partie du cerveau qui s'occupe de rationaliser, d'analyser, de penser pour sortir du mode automatique et reconstruire des choses beaucoup plus fonctionnelles. Ok? Donc, vous verrez que quand vous allez faire le bilan, normalement, vous allez voir que les choses se sont répétées dans votre vie, dans vos relations, dans différents temps de votre existence, mais c'est certainement dû au schéma. Et c'est maintenant l'occasion de faire différemment et de prendre en compte l'implication de votre fonctionnement dans ce qui vous est arrivé dans votre vie d'adulte et ne pas seulement voir les autres. Ainsi, je vais vous partager 3 phases importantes du processus. Ce sont des grandes lignes, je le répète, les amis. C'est de la psychoéducation, de la prévention. Donc, le but est de vous imprégner de ces informations-là et d'aller chercher plus loin, d'aller plus loin pour pouvoir entamer vos processus personnels. J'insiste sur le personnel. Alors, je vous disais les 3 phases. Première phase, en tant que chrétien, il est important de mettre Dieu au cœur de ce processus de guérison. Sans lui, vous ne pourrez pas le faire. D'ailleurs, il nous dit dans Ézéchiel 36, les versets 26 à 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Il y a une part du processus qui vous appartient, mais il y a une grande part qui appartient à Dieu, à la confiance que vous allez lui octroyer, la foi que vous aurez en sa capacité de venir vous guérir, lui qui est Jéhovah Rapha. Maintenant, comme je dis, il fait sa part, mais il nous accompagne, il nous aide, mais nous avons notre part également à faire. Ce qui nous introduit aux 2 autres aux deux autres phases. Alors, l'autre phase, c'est d'identifier, c'est se rendre compte. Lamentation 3, les versets 40 nous dit « Examinons nos voies, sondons-les et retournons à l'Éternel. » C'est important de faire ce travail-là, de conscientiser les choses, d'examiner nos vies. C'est super important. Et ce travail d'identification-là, c'est ce que je fais. C'est cette
partie-là que je fais notamment avec vous à travers les podcasts. En tout cas, je participe à cela. Parce que si vous ne savez pas que ça existe, vous ne pourrez pas concrètement agir dessus. Et c'est l'une des façons que Dieu emploie pour pouvoir vous accompagner. Je ne dis pas que c'est la façon ultime, ce podcast et mon approche, mais c'est une des façons. Et si vous êtes là, ce n'est pas anodinement, ce n'est pas par hasard. Donc, vous comprendrez que le fait d'identifier, ça sous-entend, eh bien, comme je vous l'ai montré, de vous rendre compte des besoins qui n'ont pas été correctement satisfaits dans votre vie, identifier vos traumatismes, ceux de vos ancêtres également. C'est pour ça qu'avant cette série, j'ai fait la série sur le transgénérationnel. Si certains d'entre vous ne l'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter. Et j'ai envie même de dire à ceux qui l'ont déjà écouté, une fois que vous aurez fini cette série, ça peut être intéressant de retourner écouter la série sur le transgénérationnel et vous pourrez voir les liens qui se créent entre ces deux séries-là. Il est important d'identifier vos schémas, d'identifier ce qui déclenche vos schémas, ça c'est fondamental, et d'apprendre à faire le lien avec votre histoire de vie. Et le but n'est pas de normaliser, de justifier, de dire bon ben c'est parce que j'ai vécu ça que je suis comme ça. Non, on ne s'arrête pas à ça. C'est vraiment pour l'état des lieux et partir de cela pour aller vers la découverte. Il sera important par conséquent d'identifier vos pensées qui nourrissent vos schémas, les pensées, les croyances, tout ce qu'on a pu vous dire, tout ce que vous avez pu entendre de vos familles, les voix critiques, c'est ce qu'on appelle les voix critiques. On a ces voix-là qui nous disent des choses et qui viennent nourrir les schémas, qui viennent les confirmer. C'est important de les identifier. Tout ce travail-là, je vous encourage à le faire de façon écrite. Le faire comme ça, de réfléchir, ça ne vous aidera pas suffisamment à mon sens, parce que écrire déjà ça vous force à faire cette pause, à identifier, à prier, à demander au Saint-Esprit de révéler, et puis écrire vous permet de voir le cheminement, de matérialiser en fait ce processus-là. Parfois certains ne préfèrent se dire qu'ils vont faire sans, mais attention, ce sont peut-être des stratégies dysfonctionnelles. Attention à ne pas mettre en place des stratégies qui vont vous empêcher d'aller vers ce que vous voulez obtenir comme résultat. Relevez aussi les différentes émotions et bien sûr les comportements associés de soumission, de fuite ou encore de contre-attaque. La dernière phase, c'est la phase de changement actif. Maintenant, je vous dis la dernière phase. J'ai employé les mots phase, mais ces 3 temps, ces 3 temps-là s'entremêlent. J'ai été obligée de faire une certaine chronologie pour vous les présenter, mais en réalité, ça s'entremêle dans le processus. Ok? En tout cas, le 3e point, c'est le changement actif. Psaume 51, le verset 12 dit « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Là, c'est David qui parle et on sent que David, il interpelle Dieu pour l'aider à faire différemment, qu'il puisse être dans une façon de fonctionner différente. Quand vous allez interpeller Dieu, il se fera un plaisir de vous accompagner, mais il ne fera pas tout à votre place. Il y aura des choix, des décisions à prendre, des choses à faire dans le concret afin d'être transformé et d'avoir un nouveau fonctionnement. Ça commence notamment par le fait de changer les croyances, les pensées. On les a identifiées, mais ensuite, il est important d'apprendre à les transformer ce discours intérieur qu'on a, ces croyances fondamentales qu'on se répète, les transformer et chercher des croyances plus réalistes. Et je vous invite à le faire encore une fois à l'écrit, à commencer déjà à le matérialiser en l'écrivant.
Alors, ce qui est intéressant également en tant que chrétien, c'est d'utiliser la parole de Dieu pour vous aider à changer vos pensées. Dans la parole de Dieu, il y a plein de paroles qui viennent contrecarrer ces croyances, ces fausses croyances que l'on a intégrées par rapport à nos schémas. Et aussi, la parole de Dieu nous permet de répondre à nos besoins psycho-affectifs. C'est-à-dire que quand on lit certaines de ces paroles, on voit comment Dieu répond aux besoins psycho-affectifs. Ces besoins psycho-affectifs qui, initialement, n'ont pas été correctement satisfaits et qui ont favorisé la formation des schémas. Et l'une des choses à mettre en œuvre pour pouvoir déconstruire ces schémas, c'est aller répondre maintenant dans notre vie d'adulte à ces besoins psycho-affectifs. Et Dieu fait partie pleinement de ce processus-là. Il est celui qui peut répondre pleinement à ces différents besoins-là, qui va nous rappeler comment faire pour répondre à ces différents besoins-là. Et c'est important dans ce cas de voir Dieu comme votre parent. Des fois, c'est hyper difficile de voir Dieu comme un papa, comme une maman, c'est-à-dire dans sa fonction maternelle, parce qu'on a été tellement blessés par nos papas, nos mamans terrestres, que juste de penser que Dieu serait un papa ou une maman, notre cerveau fait la mauvaise association et se dit, il sera comme eux, il sera comme ceux que j'ai eu sur terre et il me fera la même chose en fait. Je fais ça en raccourci, mais ce sont des choses qui arrivent. Et c'est pour ça que je vous disais dans l'un des épisodes sur l'attachement, il me semble que notre style d'attachement influence notre relation avec Dieu. Et en fait, nos schémas également influencent notre relation avec Dieu. Parce qu'on a tendance à transposer ces croyances, cette façon de fonctionner avec le fonctionnement de Dieu. Je vous invite à analyser ce que je viens de vous dire. Faites stop et regardez vos schémas et observez comment ils se répliquent également dans votre relation avec Dieu. Et là, c'est encore un piège de l'ennemi et je vous invite à aller déconstruire ça et au contraire, vous rapprocher de lui, le supplier. Il se fera un plaisir de vous montrer comment lui, il est le papa qui est présent. Et je vous donne des exemples. Par exemple, dans la parole de Dieu, si on a la croyance qu'on sera toujours abandonné, pour le coup, dans sa parole, il y a plein de versets qui nous disent qu'il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Donc, prenez le temps, écrivez ces paroles-là. Vous pouvez faire une petite note sur votre téléphone que vous pourrez ouvrir en cas d'urgence. Quand vous sentez que vous n'arrivez plus à croire, à penser correctement, les relire et prier Dieu de vous aider à croire ça. Et vous verrez que progressivement, ça va changer. Mais prenez déjà cette décision de le faire, de mettre en place des actions concrètes. Parce que sans ça, vous allez rester encore et encore dans votre fonctionnement. Le premier petit pas, il est important. Si mon besoin de cadre et de limite n'a pas été suffisamment correctement satisfait et que j'ai développé un schéma de droit personnel exagéré, je peux lire des textes comme celui qui me dit de voir l'autre comme au-dessus de moi. Ça m'aide à intégrer que je ne suis pas au-dessus de l'autre et à pouvoir apprendre à voir l'autre au même niveau que moi. Et je vous invite à faire ce travail-là, mais vraiment, vous allez voir comment ça va vous transformer parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et j'insiste sur le fait de voir votre Dieu comme votre parent. Parce que dans la théorie, on utilise ce qu'on appelle le reparentage dans certaines théories, c'est-à-dire aider la personne à développer les bonnes façons de se voir, devenir un adulte sain pour lui-même à partir de nouvelles croyances. Et on utilise justement des figures importantes, plus saines pour pouvoir venir répondre à ces besoins-là. Dans la thérapie, on va chercher des personnes référentes. Le thérapeute d'ailleurs incarne cette figure d'attachement beaucoup plus sécure pour pouvoir aider à, on utilise ce mot, reparenter. Mais pour moi, reparenter avec Dieu, c'est la façon la plus merveilleuse parce qu'il est le papa. Donc, il va répondre à vos besoins psycho-affectifs et il va vous apprendre à répondre aussi vous-même.
à ces besoins, à les identifier et à y répondre. Dans la phase active de changement, un travail sur les émotions est important. Certes, vous aurez travaillé vos croyances qui vont influencer vos émotions, mais certaines actions sont importantes aussi pour exprimer vos émotions désagréables. Ça peut passer par le chant, l'écriture, la prière. Trouvez ce qui vous permettra d'exprimer ce qui ne va pas en vous, à l'image du psalmiste notamment. Et bien sûr, dernière étape ou autre point dans ce point, c'est le fait de changer les comportements dysfonctionnels en comportements fonctionnels. Une fois que vous les aurez identifiés, ça vous permettra de voir quel comportement fonctionnel vous êtes appelé à développer. Mais comme je vous disais, et vous voyez, j'en parle en dernier recours, en tout cas en dernière partie, ça viendra progressivement et automatiquement quand vous aurez fait déjà le travail des pensées, des croyances, des émotions, et ce sera plus facile pour vous d'avoir des comportements plus fonctionnels. Autre petit point que j'aimerais souligner, c'est que dans ce processus de guérison-là, il sera important de vous confronter à vos déclencheurs. Quand je dis vous confronter, c'est pas forcément aller vous exposer volontairement, mais quand vous serez en situation face à vos déclencheurs, rappelez-vous que c'est l'occasion pour vous d'apprendre à faire différemment. Si vous n'êtes pas en contact de ce qui vous déclenche, ce sera difficile pour vous de voir où vous en êtes dans votre processus de guérison. Et dernière recommandation plus générale, la thérapie, les amis. Parce que ce que je vous dis là, ce sont des grandes lignes. C'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire, surtout quand on le fait seul. Et même quand on est accompagné, ce n'est pas facile. L'avantage, c'est que le professionnel, il est là. Il vous accompagne. Il vous permet de voir vos zones d'ombre, les angles morts qu'on ne voit pas toujours tout seul. Il vous propose certaines choses qui peuvent vous aider. Alors attention aux schémas et aux comportements dysfonctionnels qui peuvent nous laisser penser qu'on peut faire tout seul et qu'on n'a pas besoin d'aide. À propos de la thérapie, j'aimerais ajouter que c'est important de faire ce pas si vous ressentez le besoin. L'essentiel, ce sera de trouver un professionnel avec qui ça passe. Professionnel qui vous montre qu'il vous écoute sans jugement. Un professionnel qui saura aussi vous confronter avec beaucoup de bienveillance. Ça, c'est désagréable, mais c'est utile dans la thérapie. C'est-à-dire que le professionnel n'est pas là pour toujours caresser dans le sens du poil. Maintenant, quand il va à rebrousse-poil, il n'est pas là pour vous violenter. Donc, il est important de s'assurer que cette personne-là le fait de façon bienveillante. Mais ça aussi, c'est important. Vous n'allez pas en thérapie pour qu'on puisse vous confirmer que tout ce que vous faites est bien. Il y a des choses qui seront à revoir, à reconsidérer. Et c'est là que parfois la thérapie s'arrête, qu'on n'y va plus parce que on a l'impression que le thérapeute est un peu contre nous. Sauf que, attention, parfois ce sont nos schémas qui s'activent. Comme le thérapeute nous propose quelque chose de beaucoup plus sain, le cerveau pense que c'est une attaque, que c'est un risque et peut déclencher des stratégies comme l'évitement, comme la fuite par exemple. D'accord ? Il est important aussi de s'assurer que la personne sait traiter la problématique que vous rencontrez, les problématiques, et qu'elle vous propose des outils qui sont compatibles avec vos besoins, vos valeurs et vos principes. Aussi, quand vous allez en thérapie, je vous encourage à déjà trouver la personne en qui vous aurez le plus confiance et oser aller dire ce qui ne va pas, ne pas rester que dans le superficiel parce que le rôle du thérapeute n'est pas de vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Il est là pour aller à votre rythme. Parfois, il va un peu comme je vous disais, vous confronter, mais il ne peut pas vous forcer. Ok, donc j'ai déjà entendu d'autres personnes qui disent oui, le psychologue n'a rien fait pour moi. Mais des fois, ce qui se passe, c'est que vous restez en surface et le psychologue, il travaille avec vous, avec ce que vous lui donnez. Donc, autorisez-vous à aller progressivement, plus en profondeur, aller toucher ce qui fait mal. La thérapie, c'est aussi cela, aller toucher ce qui fait mal ensemble pour ensuite aller mieux. Dans le cheminement de la guérison, il y a une phase où ça va pas, où on se sent pas bien.
Mais cette phase-là, elle est nécessaire pour aller mieux. C'est comme les traumatismes physiques, les blessures physiques. À un moment, on a très 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 mal. Mais une fois qu'on est soigné, au fur et à mesure, les douleurs disparaissent. C'est la même chose. Je ne peux que vous encourager à passer ce cap-là. Je finis en vous recommandant un livre qui s'appelle « Je réinvente ma vie » qui a été écrit par Jeffrey Young, ce professionnel, ce psychologue qui a développé la théorie sur la thérapie des schémas. Il a écrit un livre grand public. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de nouvelles publications, donc celui qui est actuel présente encore 11 schémas, là où maintenant on parle de 18 schémas, mais je pense que ça peut être un livre qui peut vous aider déjà dans les premières étapes d'identification, de compréhension de vous-même. Voilà. Eh bien, je reviens très vite avec le dernier épisode de cette longue série. Et ce sera une illustration biblique de tout ce qu'on a abordé concernant les schémas. Et je vous encourage à persévérer, à ne pas lâcher, à vous accrocher. Et même quand c'est difficile, tenez bon, car le chemin de la guérison, il n'est pas linéaire, mais il est salutaire. Et puis, je te dis à bientôt dans les Crins d'Otsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.